Bonjour, bonjour et excellent réveil à tous. Merci d'être là en ce lundi 4 février 2019. Avant d'entamer cette matinale, en voici les grandes lignes. Nous parlerons entre autres de technologie et de la technologie et de son impact sur les villes à travers un projet pilote réalisé dans une région de Sétif, Gemzet en l'occurrence, donc qui devient un village intelligent grâce à l'initiative de jeunes porteurs de projets qui seront parmi nous ce matin ainsi qu'un expert en TIC. Et puis dans un autre registre, nous parlerons du festival du couscous qui ouvre ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture. Dégustation à l'honneur pour cette première journée, mais avant, on va un petit peu titiller vos papilles et vous donner envie grâce à nos invités qui seront parmi nous sur ce plateau et représenteront un petit peu cette participation au festival qui est un festival international. Nous aurons donc l'honneur de recevoir deux chefs. Le premier nous vient d'Égypte et il participe justement en qualité de membre de jury. La seconde est chef, donc Nadia plutôt, je dirais... voilà, c'est comme ça, c'est le direct. Lilia Hanen, donc chef et enseignante à l'ECHRA, donc cet institut qui devient une référence maghrébine en termes d'hôtellerie et de tourisme. Voilà pour ce qui est des plaisirs, un petit peu des papilles. Et puis, nous parlerons ce matin, dans un autre registre, de santé. Donc santé, bien sûr, qui dit alimentation, santé, donc indissociable. Mais cette page santé, dans cette page santé, nous évoquerons la lutte contre le cancer ce matin, puisque nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. À cet effet, nous recevons le docteur Nadia Chaoui, représentante de l'association Al-Fajr, qui fait énormément pour les malades donc atteints de cancer. Elle est dans le conseil et le comité scientifique de cette association. Nous ferons le point par rapport à la maladie en Algérie avec donc le professeur Chaoui. Ce matin, donc, évocation à la mémoire de Josette Audin qui nous a quittés samedi dernier à l'âge de 87 ans après un combat de 60 ans pour révéler la vérité sur la mort et le décès, ou plutôt l'assassinat de Maurice Audin. C'était en 57. Nous parlerons donc, nous ouvrirons cette page d'histoire avec Mohamed El-Bah, un passionné donc de l'histoire de la Révolution qui sera parmi nous ce matin. Voilà qui est dit un petit peu par rapport à la mosaïque de la programmation de cette matinale. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout de suite, un point météo avec Amel Ali. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et avec Amel Laribi, comme je dis toujours. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Un peu frisqué ce matin, Oui, donc oui. j'ai comme l'impression qu'il neige quelque part. Bah, à l'est, chez nous. Oui, Non. un peu loin quand même. Un peu loin. Ouais, mais cette vague de froid nous a frappé ce matin, Oui. j'ai l'impression. Ça fait du bien. Ouais, Ça bah oui, réveille. oui, tout à fait. Ce matin, cette fraîcheur On m'a fait du bien respire, quand j'arrivais. Franchement, on respire bien. Oui. Et Oui. pas beaucoup d'humidité, j'ai remarqué. Non, ça va. Ma voiture n'était pas couverte Non, ça va. d'humidité. Pour le moment, ça va. Très bien. Qu'en est-il de cette journée, donc, Amel, s'il vous plaît? Allons-y. Alors, bon réveil et bonjour à tous. C'est bien pour aujourd'hui. On aura de la brume et des nuages bas, mais sur les régions de l'ouest. Puis le ciel restera dégagé à peu nuageux près des côtes. Sur les régions centre, eh bien, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Ces nuages sont parfois assez denses, mais plus sur les régions côtières et proches côtières du centre-est. À l'est, le temps restera instable, souvent nuageux, avec des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et parfois aussi accompagnées de grêle. Ces pluies seront localement assez marquées durant l'après-midi. À noter du verglas sur les hauteurs et les régions intérieures de l'ouest et le centre du pays durant cette matinée. Donc soyez très prudents. Toujours des chutes de neige qui vont concerner les hauts plateaux et les hauteurs de l'Est. Dépassant les 800 et 900 mètres d'altitude durant l'après-midi. À noter des vents assez forts près des côtes est, entre 50 et 60 km/h. La moitié sud, eh bien, le ciel restera dégagé à partiellement voilé vers l'extrême sud. Ailleurs, le ciel restera plutôt bien ensoleillé. Sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central, également le Sahara oriental, le Égard et le Tassi avec 2 fréquences seulement de sable. Sur le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central et l'extrême sud. L'après-midi, eh bien, météo
Algérie a prévu un minimum de 4 degrés du côté de Batna, 6 degrés à Al-Biyad, 7 à Djelfa, 5 Sétif, 11 à Tizi Ouzou, 8 degrés à Mascara, 14 degrés à Alger, 15 à Oran, 16 à Tlemcen, 12 degrés à Annaba, 15 degrés Gardaya, 16 degrés à Biskra, 19 Béchar, 18 Hassim Soud, Ouagla, Adrar, 24 à Tindou, 20 degrés Tamanrasset, Janet et enfin 31 degrés le maximum à Borj, Bedi Mokhtar et In Gazam. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera plutôt nuageux et pluvieux à Dublin, également Paris, Bordeaux, nuageux par contre à Copenhague, Varsovie, Bucarest, un peu nuageux à Berne ainsi qu'à Rome, Madrid, Lisbonne, également Berlin et Prague. Le mercure affichera 2 degrés à Copenhague et Varsovie, moins 1 à Prague, 3 degrés à Berlin, 6 degrés à Londres, 9 Dublin, 4 à Paris, 0 degrés à Berne, 12 à Marseille, 8 à Bordeaux, 17 à Athènes, 4 à Bucarest, 11 degrés à Madrid et enfin 14 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était très bien. C'était très bien, comme d'habitude, comme d'accoutumé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Excellente journée également. Ainsi qu'à ceux qui nous suivent ce matin, je vous souhaite une excellente matinée tout d'abord. Et sans plus tarder, je cède la parole à Nejma Harash pour un point d'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Radia. Aujourd'hui, dans l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille de Josette Todin, décédée hier à Paris à l'âge de 87 ans, dans lequel il lui a rendu hommage. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Josette Todin, militante anticolonialiste de la première heure, écrit le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans son message. Le chef de l'État a tenu à cette occasion à saluer avec émotion la mémoire de cette grande dame qui a mené le combat inlassable sa vie durant afin que la vérité soit faite sur l'assassinat de son mari et la pratique de la torture durant la guerre de libération nationale. Son courage, sa persévérance, la force de ses convictions et de ses engagements ont marqué les esprits à tout jamais, a-t-il ajouté. En ces moments douloureux, je présente à ses enfants Michel et Pierre, à tous les membres de sa famille, à ses proches et amis, mes sincères condoléances et les assure de ma chaleureuse sympathie, conclut le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans son message. Aujourd'hui aussi, dans l'actualité est prévue une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ça se passera au centre familial de la Sécurité sociale au niveau de Ben Aknoun à Alger. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat visitera aujourd'hui les stands de la 13e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie au Palais des Expositions au Paix Maritime Alger. Voilà le principal de l'actualité. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, pas d'invité pour la matinale. Je vous retrouve demain à partir de 8h du matin. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci beaucoup Nejma pour ce point d'actualité. Dans un petit moment, nous retrouverons notre premier invité après ceci, mesdames, messieurs. On va tout d'abord aller à Mila, bien sûr, à Mila où l'on va retrouver notre reporter. Alors, il s'agit donc de Saïda Mayouf qui nous fait découvrir une huilerie un peu moderne, bien que l'huilerie traditionnelle soit en vogue dans cette région de l'Est algérien. Donc, on va suivre le reportage avant de retrouver nos premiers invités, tel que dit il y a un petit instant. À tout de suite. S'étalant sur une superficie de 3 hectares, l'huilerie leader agricole dans la commune d'Amira Arès, à 40 km au nord-est de Mila, est l'une des 41 huileries dont dispose la wilaya. Elle fait partie des 13 huileries très sophistiquées, à même de traiter 30 quintaux par heure.
Chaque malaxeur a une capacité de trituration de 5 quintaux. On traite les olives de 6 oléiculteurs à la fois. Ils arrivent des différentes communes de Mila et même de Constantine et de Sétif, mais également de Djidjel qui a ses propres huileries. La wilaya de Mila dispose d'un potentiel oléicole d'environ 12 000 hectares, avec une superficie productive d'environ 8 500 hectares. Pour la production obtenue, la campagne précédente, elle est de l'ordre de 109 000 quintaux, avec une production d'huile d'olive d'environ 1 500 000 litres. Un programme a été inscrit au profit de la zone montagneuse qui compte 22 communes pour plantation des plants oléicoles d'une superficie de 600 hectares. L'opération est en cours. Alors que la campagne oléicole bat son plein, cette huilerie est une aubaine pour les oléiculteurs afin de transformer leurs olives. Et l'accueil se fait ici par une dégustation de ce précieux liquide obtenu après trituration. Ça fait 4 années que je transforme ma récolte ici. Pour cette campagne, j'ai récolté 10 tonnes d'olives. 3 tonnes me rapportent 55 litres d'huile d'olive. On est servi en un temps record ici. Pour moi, et depuis la création en 2012 de cette huilerie, c'est une habitude. Chaque campagne, c'est ici que je transforme mes olives. La campagne oléicole s'annonce donc fructueuse et florissante. L'oléiculture est sans conteste sur une courbe ascendante. Cette année sur une quantité qui dépasse les 1,9 million de litres. On sait que l'olivier ne demande pas beaucoup de potentialité hydrique, mais quoique pour accompagner nos agriculteurs, on a opté pour une politique à les accompagner en les autorisant en phase française de puits. Donc notamment on table aussi pour l'extension de Saint-Clermont, où il va y avoir aussi une extension et réimplantation de beaucoup d'oliviers dans cette région. À l'est du pays, l'huile d'olive, ce produit du terroir, est réputée pour être d'une qualité supérieure. Et voilà, ça nous donne un petit peu la bouche dès le matin. Et en parlant justement de plaisir de la bouche, des papilles également. Donc nous avons plaisir ce matin de recevoir 2 éminents chefs, oui. Alors on va commencer par les dames, voilà, pour ne pas déroger à la tradition. Bienvenue à Lila Hannen, donc vous êtes chef cuisinier, oui, et également enseignante à l'Eshra, donc un institut qui devient une référence maghrébine. Certainement, oui, oui. C'est un institut qui est mondial. Il suit les écoles de Lausanne en Suisse. Et c'est un grand plaisir que je sois parmi ce staff. Ce staff. Et moi, ma spécialité, c'est la cuisine universelle et chef pizza. Et maintenant, je suis dans la maghrébine. C'est une exploration pour moi extraordinaire. Excellent. Que j'ai regretté de ne pas avoir découvert ce monde. Oui. On va présenter notre second invité, donc Mohamed Belfarouk Al-Gamel, c'est bien ça. Alain Bik. Voilà, il nous vient d'Égypte, il est également chef, cuisinier et puis membre exécutif. Après, vous nous expliquerez cette notion d'exécutif, s'il vous plaît. Donc, vous venez d'Égypte et puis vous êtes membre du jury, donc membre du jury du Festival international du couscous d'Alger. Voilà. Marhaba bik. طبعا أنا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين وطبعا في الأول بس أنا ببعت تحية طبعا للقائمين على المهرجان الكسكس بالنسبة للشيف سليمان سعدون والأستاذة شهرزاد. بالنسبة طبعا كان أول زيارة ليا بالنسبة للجزائر، فأنا طبعا سعيد بالفيدباك اللي أنا شفته أو بالنسبة للبلد اللي أنا شفتها أول مرة كنت أشوفها. هو بلد كنت بتشوفه عبر التلفزيون، يعني تشوفه في التلفزيون. إن أنا أشوفه. واليوم راك على تواصل مع الجزائريين وراك يعني تتلاقى معاهم وتشوفهم كل يوم. كل فيستيفال بيحصل بالنسبة للسيان في مصر أو في الجزائر بنلتقي. وده يعتبر بالنسبة لينا كشيفات وكده بيبقى بتعرف على الحضارات بالنسبة للحضارات الشعوب الأخرى. ودي أنا شايف إنها بتبقى مفيدة جدا يعني في الفترة القادمة إن شاء الله.
الكسكس هو يعني سبيسياليتي أو اختصاص نوعا ما للمغرب. المنطقة المغربية. المنطقة المغربية عامة بالنسبة للشغل. تستعملوا الكسكس في مصر؟ أنا يعني كنت هدي نبذة مختصرة بالنسبة للكسكس واستخدامه في مصر يعني. هو طبعا في الفترة من 93 أو فترة التسعينات ما كانش معروف قوي بالنسبة للمصريين. وي. بعد كده طبعا بالنسبة للهوتيل بدأوا يستخدموه في الأوبن بوفيه. لانه مطلوب حتى من قبل الاوروبيين يعني في الاوتيلغي. لان كان في طبعا مصر بلد سياحيه من الدرجه الاولى، فكان لازم ان هو يتقدم الكسكس لان هو خلاص مطلوب، فلازم يتقدم في الاوبن بوفيه. فبدات الثقافه دي تدخل مصر من الواقع ده يعني. كان الاول الناس عارفاه بالنسبه لمصر ان هو ديزرت حلو، مش حادق، وان هو ممكن يتقدم حادق وتقدم حلو. خلاص يعني فبدا ان هو ياخدوه ان هو ينزل خلاص اوبن بوفيه يعني. Oui. L'image qu'on vient de voir montre un couscous très garni de légumes. Donc on n'est pas dans la recette sucrée là. On est vraiment dans la recette salée, chef Lilia Hanen. Donc on a l'impression que le couscous n'a pas de secret, qu'il n'a de secret pour personne. Et pourtant on va lui consacrer tout un festival. C'est dire qu'il y a quand même des variétés et beaucoup de choses à découvrir encore. Le plat de couscous, bon, avant que j'entame le sujet avec vous, je dois remercier le grand chef, notre chef Slimane Saadoun et Madame Shahrazad. Grâce à eux que ce festival et cette fête, pour moi, c'est une fête et c'est une autre exploration des tiroirs de nos grands-mères. Oui. Parce qu'on va découvrir un plat que je nomme toujours la vanille du Grand Maghreb. C'est un plat qui lie les pays du Maghreb avec ses saveurs, ses couleurs. On aura tout un tableau, tout un décor. C'est un printemps de plats qu'on va voir aujourd'hui pour la dégustation. Le couscous, moi, je voudrais bien... Moi, j'aime bien une expression, je vais reprendre une expression dite par une dame qui s'est penchée, une grande journaliste, qui s'est penchée sur la question du couscous, ses origines, etc. Elle l'a nommé le plat du partage. Oui. C'est Lila Boukli, en l'occurrence, qui a écrit tout un ouvrage sur le couscous. C'est un plat qui lie la famille les vendredis. C'est un plat de fête, c'est un plat qui unit. D'ailleurs, notre façon de manger le couscous à la façon classique, c'était le grand plat. Toute la famille entourée, c'est le lien. On est soudés. Alors c'est un plat qui soude le Grand Maghreb. Et c'est un grand plaisir. On aura aujourd'hui nos frangins de la Tunisie, du Maroc, de beaucoup de pays. On va s'entraider pour explorer et pour développer ce couscous vers la mondialisation. Pourquoi pas découvrir et créer d'autres plats en couscous. On ne va pas rester juste au salé. On va travailler le couscous comme dessert, comme salade, comme entrée, comme dessert et comme un plat chaud, et ça serait formidable. Ce sera formidable de voir toutes ces variantes et ce panel vraiment de propositions. Bien sûr, on vous avait cité les pays maghrébins, les pays voisins, donc la Tunisie. On va peut-être traduire à chef Gamal ce qu'on disait un petit peu. نترجموا لك شويه يعني باش تكون في الصوره. هي كانت بتقول انه هذا الطبق التقليدي هو طبق يجمع بين الشعوب المغاربية بصفة عامة، وهو يجمع العائلة لأنه طبق عائلي. العائلة الجزائرية أو المغاربية تتناولوا يعني في إطار عائلي، في اقتسام يعني طبق موحد، وكل أفراد العائلة يتناولوا نفس الوجبة في هذا الطبق يعني اللي يجمعهم. مظبوط. هو بالنسبه يعني حتى الاتجاه الفتره القادمه ان شاء الله بالنسبه للكسكس او المهرجان ان هو في التطوير كتطوير طبق الكسكس بالنسبه ان هو ينزل الساحه العالميه، ينزل بقوه وينزل بتكنيكال افضل وينزل برزنتيشن بينزل فالفتره دي طبعا هو ده يعتبر اساس المهرجان ان هو يكون فيه تحديث طبعا. احنا في 2019 فلازم يكون فيه تحديث بالنسبه للاطباق التقليديه ومنها الطبق الكسكس يعني. احنا في 2019 يعني on est en 2019, deuxième édition pour ce festival international du couscous, un festival qui va compter des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce registre. Il s'agit entre autres par exemple de la Croatie ou des USA qui seront présents. Donc la Turquie aussi sera au rendez-vous
quoique la Turquie a un petit peu des similitudes culinaires, oui, voilà, avec le Maghreb. Et donc, on va faire certainement de belles découvertes, puisqu'ils vont explorer un plat qui n'est pas un petit peu en vogue chez eux. Moi, je me suis dit toujours pourquoi que la cuisine chinoise nous était imposée, la cuisine française et tout. Pourquoi nous, on n'impose pas notre cuisine, on ne développe pas notre cuisine. Le plat majeur, le plat gâté de l'Algérie et du Grand Maghreb sera présent. Et on va s'imposer, nous aussi, avec notre cuisine et la développer. Bon, un Français, peut-être, ne pourra pas manger dans un grand plat. Pourquoi ne pas le présenter dans des verrines, dans des petites assiettes, en gastronomie? Et ça serait formidable de présenter notre couscous. Tout dépend des pays. Par exemple, si on va à l'Orient, on peut présenter à façon arabe. Si on va, par exemple, en USA ou en Europe, ça va être un autre décor, un autre design, mais c'est toujours le contexte, c'est toujours les racines, c'est toujours notre personnalité, c'est toujours l'Algérie et c'est toujours le Grand Maghreb. Et c'est toujours le plat de couscous qui a toujours soudé, ça fait des siècles et des siècles, la population maghrébine et surtout l'Algérie avec ses espaces. On a la mer, on a... Oui, tout à fait. D'est en ouest, du sud au nord, on a des recettes complètement différentes. On passe déjà de la semoule blanche, par exemple, dans certaines régions, vers une semoule un peu plus foncée, parce que les céréales sont utilisées différemment. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que ça diffère et ça nous donne un panel qui n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, moi, par exemple, je prends ma région, c'est Ablida, c'est la montagne. On a tout un amalgame de couscous, le couscous d'Eglo, tal ballot. C'est le couscous tal hammama, c'est le couscous qui est fait avec 60 plantes et les ça, on le mange au printemps avec de l'huile d'olive et du miel. On a le couscous blanc, le couscous des invités. C'est toute une histoire de... c'est des tiroirs qui se tirent, tout dépend des circonstances, tout dépend des gens, tout dépend d'invités. On a même maintenant, on passe par les gens qui sont diabétiques, par le diète, même par les personnes et les enfants qui sont intolérés du gluten. Et on a du couscous par exemple fait avec du fève, avec des petits pois. On a beaucoup de plats juste au centre. Alors là, si on passe au sud, si on passe à l'est, c'est tout un monde, c'est toute une découverte. Dommage, on n'a pas su ça qu'en première et deuxième édition. Quand on a vu les décors et les plats de couscous, il faut s'éclater, il faut explorer ce plat, il ne faut pas l'enterrer. Oui, absolument, Maître Gamel. كنا بنقول انه كنا نقولوا بلي باختلاف يعني النوع كيفاش يقولوا لاغرين الحبوب المستعمله يعني يعطينا كسكسي يعني مختلف بحساب المناطق بحساب حسب المنطقه وحسب الولايه وحتى بالنسبه ممكن يكون الكسكس طبق صحي يعني في اجتهاد بالنسبة لهذا الاستعمال لطبق الكسكس يعني نحاول يعني نحطك في الصورة باش تبع معنا. هو طبق فعلا شامل قيمة غذائية عالية. فاختلاف الثقافات او اختلاف في الولايات عامه بالنسبه ان كل ولايه بتقدمه بشكل معين بس هو في الاصل هو كسكس. سيان بيتقدم في ولايه معينه في الجزائر بطبيعه معينه او في ولايه ثانيه بطبيعه معينه بس هو في الاصل الكسكس يعني الحاجات دي بتبقى اختلاف الثقافات او اختلاف لان هو طبق تقليدي فشيء طبيعي ان هو لما يكون مختلف من كل منطقه لمنطقه بالنسبه لتقديمه او شكله او الخامات اللي هي بتضاف له انما هو في الاصل كانجريديان هو حبوب الكسكس عامه. سيد محمد بالفاروق الجمال انت شيف متخصص يعني في صياغه المنيو يعني لائحه الطعام يعني بالنسبه للوتيلري ولا لا ريستوراسيون. ممكن تقول لي يعني تصورك يعني للمكان اللي راح تحط فيه الكسكس بالنسبه للائحه من اللائحات اللي تنظمها وين يكون مكانه بالنسبة ليك في البداية أو كمقبلة أو في الوسط أو في كديزرت يعني كيفاش تشوفوا؟ لا لو انا سيان لو انا في صناعه المنيو طبعا انا بحدد المنيو حسب المكان اللي هو يعني هشتغل ايه في المنيو يعني هشتغل سيان
لو ايطالي او فرنسي او كده. لو طبعا المنيو فرنسي ممكن يتحط فيه كسكس. انت اختصاصك يعني الاطباق الايطاليه يعني. بس المره هذه كي ترجع يعني لبلدك راح ترجع بنظره جديده. نظره جديده ممكن تعمل محاضره على الكسكس في أكيد مصر. اكيد ان شاء الله. لان انا محاضر فشيء طبيعي ان انا ممكن اعمل محاضره بالنسبه للكسكس من اللي انا شفته بالنسبه للتحديثات اللي هي موجوده فيه، بالنسبه للاطباق اللي هي نزلت، بالنسبه للبرزنتيشن اللي اتعمل في المهرجان وكده. انا بس هرجع للسؤال ان انا احط فين الكسكس. لو انا انا بعمل مينيو في البوفيه ممكن بخليه ابيتايزر واخليه ديزرت بالنسبه يعني في البدايه وفي الاخر. في البدايه وفي الاخر بحيث ان انا اختم بيك. On va voir ce qu'en pense chef Lilia Hannen. Vous êtes médaillée plusieurs fois, donc je voudrais quand même m'attarder sur toutes ces médailles qui vous décorent, qui décorent un petit peu votre tenue de chef. Donc, comment est-ce que comment dire, quand vous appréhendez l'enseignement de la cuisine? Donc actuellement vous êtes à l'Eshra, donc cet institut dont on a parlé au début de l'émission. Donc avec cette expérience, donc tous ces concours remportés, etc. Qu'est-ce que vous dites à vos élèves en parlant justement du couscous? De la cuisine maghrébine en général, du couscous spécialement. Moi, je dis toujours à mes élèves, il faut explorer nos racines. Parce que quand j'étais en Égypte, moi, j'ai travaillé sur la cuisine française et j'étais médaillée en or, en argent et en bronze. Mais j'étais désolée parce que les gens là-bas ne connaissent pas la cuisine algérienne. Ils ne savent pas les plats algériens, qu'on a une grande histoire. Tout à fait. On a deux écoles, c'est l'école turque et l'école française. Avec nos racines, on a beaucoup de choses à donner. Mais les chefs, malheureusement, n'ont rien donné pour la cuisine algérienne. Alors le couscous, parce qu'il a été pris par les Français comme dessert, ou comme entrée. Mais notre responsabilité maintenant, et c'est ce que je dis à mes élèves, même donner sa place de choix dans le menu. Même si vous êtes vous aurez des spécialistes en hôtellerie, si un jour vous aurez un hôtel propre à vous, mettez un menu spécialement algérien, spécialement maghrébin, pour imposer notre cuisine à la Chine, comme ils ont imposé leur cuisine, à la Turquie, en Europe et dans le monde entier, pourquoi pas, parce que la cuisine de la Méditerranée ou le bassin de la Méditerranée, c'est un bassin qui est sain, qui est très développé, il y a beaucoup de saveurs, on a beaucoup d'épices, on est très riche. Absolument. Et il faut enrichir le monde pour ça. Absolument. Et je pense qu'avec votre apport en tant que professionnel, vous intervenez donc vous participez à ce concours. Oui, bien sûr. Vous allez concourir vous-même, donc avec une petite découverte que vous allez proposer certainement. Et la dégustation, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. On va un petit peu s'attarder sur, enfin pas s'attarder parce qu'on arrive à la fin de la séquence, mais on va parler un peu du programme, donc qui s'étale sur 4 jours. Coup d'envoi aujourd'hui avec une dégustation qui durera toute la journée, c'est bien ça? Toute la journée, après l'ouverture, normalement c'est à partir de 10h. C'est un plateau libre, les gens vont préparer des couscous de différents wilayas, et on va goûter. Tout le monde va goûter. Voilà, ça va être un très beau tableau comme l'année passée. C'était vraiment formidable et ce qui m'a vraiment poussé à vouloir quand même participer en 2e édition. Inch'Allah, la 3e édition sera dans un pays européen. Là, on va vraiment crocher nos racines et dire qu'on est là. Comme vous êtes là. Très bien. Allez, bon vent pour ceci. Donc, je rappelle encore que le Festival international du couscous se tient au Palais de la Culture, mesdames, messieurs, du 4 au 7 du mois en cours. Donc, coup d'envoi aujourd'hui. Vous pouvez déjà profiter et goûter à toutes les propositions qui seront faites par les différents chefs qui viennent de plusieurs pays. Et puis, bon, il y aura la seconde journée, une journée pour les professionnels, une journée pour les amateurs. Et bien sûr, en clôture, vraiment une clôture en apothéose où on verra un petit peu la consécration et le final et toutes les meilleures recettes de couscous possibles. Bien sûr, oui. C'est bien ça. Voilà, bien sûr. Voilà. Ben, merci en tout cas de nous avoir honorés ce matin. Merci beaucoup. Vous allez rejoindre donc les autres participants. Donc merci à Lila Hannen, donc chef cuisinier et enseignante à l'Eshra. Et puis merci aussi à Mohamed Belfarouk Al-Gamel de nous avoir permis un petit peu de voir le regard égyptien se porter sur la spécialité phare maghrébine qui est le couscous. Marhaba bik maratan
الثانية إن شاء الله إقامة موفقة وإن شاء الله يعجبك يعني تداول يكون كيفاش يقولوا الاختلاط اختلاط وي راح يكون اختلاط وي اي اختلاط ومزيج من الثقافات ان شاء الله وي ان شاء الله نتمنى لك اجمل اللقاءات في اطار هذا الفestival وفي اقامتك في الجزائر. مرحبا بك. شكرا لحضرتك وانا سعيد جدا اني موجود ما بينكم هنا وبالتوفيق ان شاء الله. Merci beaucoup. Et puis on continue, mesdames, messieurs, notre petit bonhomme de chemin, tout en parlant justement d'hôtellerie et de tourisme. Voici un reportage qui vous est proposé par Soumeya Zerouali et qui porte donc Soumeya Zerouali, qui va nous permettre de découvrir les équipements d'hôtellerie. C'est tout de suite et c'était à l'occasion de la 13e édition du Salon international de l'équipement en hôtellerie. Constante, le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités, Ciel 2019, se veut le reflet d'un secteur dynamique. Il ouvre ses portes cette année dans sa 13e édition pour conforter sa position de carrefour incontournable pour les professionnels des métiers de l'hospitalité. Il y a des normes, il y a des façons de faire les choses pour que ça soit fait comme ça se fait ailleurs. Quand on voit ailleurs la qualité des services, c'est parce que les gens ont été formés et qu'ils ont les compétences pour offrir le service pour lequel ils sont là. Ce salon est l'occasion pour les hôteliers ainsi que les artisans de moderniser le monde de l'hôtellerie et du tourisme. Comptant sait que 2200 projets d'hôtellerie et de tourisme sont accordés par le ministère. 800 d'entre eux sont en cours de réalisation, dont certains ont atteint 70% de taux de réalisation et ils vont être réceptionnés dans les 5 ans à venir. Ces hôtels vont être aménagés par des sociétés et des artisans algériens aux standards internationaux. Réunissant 100 exposants, le salon a pour objectif d'être un générateur de business et de synergie positive entre professionnels, investisseurs et gestionnaires dans le domaine de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme. Notre participation aujourd'hui à ce salon dédié spécialement au tourisme nous permet de présenter nos produits qui consistent en des équipements hôteliers tels que les chambres à coucher, les meubles et les équipements de restauration. Les Algériens et les Algériennes peuvent travailler et apporter un nouveau design qui est propre à nous, propre à l'Algérie, avec nos traditions, pas nos traditions plutôt, voilà, mais dans le moderne, apporter du nouveau, voilà. Les artisans algériens, eux aussi, ont leur place ici. Leurs produits faits localement serviront à décorer nos hôtels pour leur donner un cachet original et typiquement algérien. Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 5 du mois en cours. Et puis, je vous l'avais promis tout au début de l'émission, en sommaire, nous avions parlé de ce village pilote, Genzet en l'occurrence, dans la wilaya de Sétif, qui a pu justement mettre à profit une proposition entièrement et je dirais 100% algérienne en termes de TIC. Et ça a donné un village proche, je dirais, du village intelligent. À cet effet, nous recevons ce matin Abdelmoumen Ben Mesbah, qui est chargé du projet justement. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes vous-même originaire de Genzet. Exactement, je suis originaire. C'est ce qui explique le choix de ce village en particulier. En particulier, même techniquement, c'était faisable. Donc, on pouvait gérer facilement, comme c'était un petit village. Donc, on connaît le cousin. On connaît le coin, on sait le technique, on sait qu'est-ce qu'il y a comme équipement technique au niveau du village et on peut cerner facilement la les solution. Besoins et les solutions à proposer. Et puis, Younes Grar est avec nous également. Vous êtes expert en TIC, vous êtes conférencier en la matière et vous avez eu un regard justement de parrain par rapport à ce projet, c'est bien cela? Et par hasard, je suis de Genzet aussi. Et vous êtes de la même région, ça je ne le savais pas en revanche. Et on était ensemble dans le même centre de recherche, le CDTA, dans les années 90. Très bien. Donc, cette expérience commune vous a conduit à une réflexion aussi autour d'un projet très intéressant, je trouve, puisqu'on n'importe pas une technologie. Là, on la propose, on la compose, on la façonne à l'algérienne. C'est bien cela, monsieur Ben Mesbah? Exactement, c'est ça. C'est que, si vous voulez, la technologie,
dans le monde, chaque pays a sa propre technologie. Tout à fait. Et nous, par besoin, on est obligé de développer notre propre solution. Une solution, on pourrait oser dire, et sans aucun complexe, c'est une solution, une technologie algérienne. Très bien. Pourquoi? Parce que si vous voulez, tout le concept a été pensé ici en Algérie, avec des ingénieurs algériens. Ce qui, si vous voulez, c'est un système assez complexe. Donc il y a une partie hardware, des cartes électroniques qui permettent de faire de l'acquisition de données, des informations, et interpréter sous un software, un logiciel qui a été parfaitement développé ici en Algérie. Donc j'osais dire sans aucun complexe. L'université algérienne a quand même donné lieu à des développeurs d'une grande intelligence, d'une grande maîtrise depuis des années, depuis l'indépendance. On forme quand même des experts en informatique chez nous. Tout à fait. Et donc c'est bien qu'ils soient, comment dire, mis en avant dans un projet concret. Exactement. Et les mettre dans des challenges. Il faut avoir des challenges. Parce que là, maintenant, on est sur maintenant Ganzat, c'est fait. Maintenant, elle est gérée à partir de l'APC de Ganzat. Donc, il y a un ordinateur, un dashboard, où ça permet de gérer les écoles. Oui. Et dans la finalité de la chose, c'est de pouvoir économiser l'énergie. Donc, au lieu de laisser l'éclairage allumé, c'est le système qui va prendre ça en charge. Donc, à partir de 17h30, il n'y a plus d'éclairage au niveau des classes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Et avant c'était des oublis, des fois on ne fait pas attention, on laisse l'éclairage allumé, et ça c'est de la consommation énergétique. Tout à fait. C'est la même chose par rapport à la chaufferie, la chaudière, donc on l'oublie allumé, des fois les vacances, on laisse complètement allumé toute la période des vacances. Et par contre, en implémentant cette technologie, ces solutions-là... Est-ce que ça permet aussi de détecter les anomalies, en cas d'anomalie, d'intervenir donc? Tout à fait, exactement. Sur le système, quand il y a par exemple une anomalie d'électricité, donc il y a un disjoncteur qui tombe, le premier informé, c'est le technicien de l'APC. Parce que c'est lui qui est concerné à faire de la maintenance au niveau de l'école. Donc il a l'information en temps réel. Donc il peut intervenir ou dépêcher quelqu'un pour faire de la réparation. Ça permet aux professeurs ou aux enseignants à faire leur travail. Tout à fait. Et le directeur fait son travail. Par contre, l'aspect technique, c'est l'APC qui prend en charge. Ça facilite énormément la gestion de la maintenance. Oui. Voilà. On voit justement un petit peu le système à travers les images qui sont diffusées sur écran. On voit un petit peu, ça c'est un petit schéma qui explique. Une station de pompage, exactement. Ça c'est au niveau à 3 km du village de Ganzat. Très bien. À partir de l'APC, ça lui permet de voir l'état de sa pompe. Est-ce qu'il y a de l'eau au niveau du puits, ou il n'y a pas ou est-ce qu'il y a un défaut thermique? Donc il aura une facilité de gestion et bien sûr en même temps faire de l'économie de l'énergie. Parce qu'au lieu de laisser la pompe fonctionner tout le temps, c'est un programme qui va gérer ça à partir de l'ordinateur. Et ça facilite énormément la gestion. Très bien, donc il n'y avait pas que l'aspect des écoles, il y avait aussi d'autres domaines qui ont été un petit peu explorés par des solutions de votre entreprise. Et donc là, je vois que même sur le plan hydraulique, vous avez eu à intervenir. Vous étiez là, vous étiez témoin de tout cela, donc dites-moi, Monsieur Grard. Oui, je l'ai suivi parce qu'on était dans le même laboratoire, ça fait 20 ans avant. Et c'est un domaine sur lequel je milite pour que l'Algérie s'y mette. Parce qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'argent et beaucoup de compétences du fait qu'on ne s'implique pas dans ces technologies, dans cette numérisation. Pour comprendre bien cette technologie qui fait le bonheur de beaucoup de pays, il y a des sociétés qui font des chiffres d'affaires en milliards de dollars dans ce domaine. Tout à fait. Donc l'Algérie, avec toutes ses compétences, ses jeunes compétences, normalement, devrait s'y mettre. Juste pour expliquer, pour un décideur, pour qu'il prenne une décision dans n'importe quel domaine, il a besoin de données de terrain. Tout à fait. S'il doit intervenir, quel technicien il doit envoyer, quelle est la nature de la panne, est-ce qu'il a besoin de pièces, etc. Et des fois, dans les va-et-vient, on perd du temps. Absolument. Et la panne, elle reste, et les citoyens souffrent, etc. Donc, et des fois, même l'information qui remonte, à travers des gens, elle remonte erronée et en retard. Alors, la meilleure des choses, c'est mettre des capteurs, c'est des éléments qui ramènent ces informations au décideur là où il est, soit au niveau de l'APC, même en déplacement avec cette technologie des smartphones. Donc ces capteurs lui permettent d'avoir des données en temps réel et avec une précision que l'être humain ne peut pas avoir. Absolument. Donc cette technologie, à travers ces capteurs, ces cartes électroniques qui ramènent ces données, à travers le réseau mobile, on peut envoyer ces données à des centaines et des milliers de kilomètres
Et dès qu'il a sur son tableau de bord toutes ces données en temps réel, voit ce tableau de bord, voilà, on va il peut prendre les bonnes décisions. Donc n'importe quel décideur, au niveau de n'importe quelle administration, entreprise, a besoin de ce tableau de bord. C'est ce qui fait ce concept de maison intelligente, ville intelligente, etc. Parce que ça permet au propriétaire de la maison d'avoir les informations en temps réel. Il peut savoir est-ce que la lumière du salon elle est allumée depuis longtemps. Qui dit lumière allumée, ça veut dire c'est de l'argent qu'on gaspille. Au niveau d'une commune, c'est un peu plus large. Au niveau d'un pays, c'est des millions de dollars qu'on perd. Pour prendre le schéma vient de s'afficher, justement, qui montre un petit peu justement cette économie, cette évolution, et qui voilà. Juste pour revenir l'exemple de la commune de Genzet, en installant ce système qui permet de gérer l'énergie de 2 écoles, la pompe à eau du château d'eau et l'éclairage public, la commune économise plus de 30% de la facture de l'énergie. C'est excellent, ça. Et c'est une petite commune. Si on élargit ce système, surtout avec la situation qu'on vit actuellement. Absolument. Donc, austérité oblige à tous les niveaux. Donc, bien sûr. Pourquoi ne pas exploiter les connaissances algériennes dans ce domaine? Et même dans une maison, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a une fuite d'eau ou non. Oui. Les maisons intelligentes sont de plus en plus en vogue. C'est des choses faisables. Dès qu'on maîtrise cette technologie, les capteurs qui nous ramènent, qui nous mesurent les données, qui nous les envoient, les cartes électroniques qui nous permettent de récupérer ces données sur un système informatique et des logiciels qui nous permettent de traiter ces données. Et dès qu'on a cette chaîne, ça y est, je peux prendre les décisions qu'il faut. Et après, bien sûr, Monsieur Msbah, vous allez me confirmer, vous pourrez extrapoler, vous pourrez aussi adapter à différents besoins, différentes manières de gérer et différents contextes. Donc, de simples cartes mémoire, comme celle que j'ai peur de la casser. Non, vous inquiétez pas. Elle a été testée on la voit en image, je préfère, parce que moi, je suis un petit peu maladroite. Elle a été testée en vibration, donc pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ça va. Donc, même là, vous avez pensé aux vibrations, à la solidité, à la pérennité. C'est excellent. Et donc, vous avez eu aussi d'autres expériences. Genzet étant réalisé, on a économisé près de 50% en termes de consommation d'énergie dans ce village pilote. Ça a été salué par les autorités publiques qui vous ont appuyé. Exactement. Il y avait M. Louali. Exactement. Il y avait M. Louali de CIDIF qui est venu plusieurs fois, pas une fois, spécialement pour nous, parce qu'il voulait absolument voir la finalité du système. Là, il nous a vraiment encouragés, donc on est en train de travailler avec eux dans le sens de développer ça sur d'autres communes, exactement, CITIF, exactement, plus exactement. Excellent. Et on a fait d'autres expériences, par le cas on a déployé cette solution au niveau de l'ONA, donc l'Office national de l'assainissement. Oui. Et là, on a, après les images que vous avez diffusées tout à l'heure, donc on a actuellement, ils peuvent à partir de la direction générale de Beraki voir l'état de la station d'épuration de Boumerdes. Très bien. Donc ça leur permet, avec les graphes que vous avez vus, un gain de temps terrible, vraiment, c'est très bien. Exactement. Et ils ont en temps réel le taux de production de volume d'eau de traité. Donc ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes pour en termes de gestion, en termes de maintenance. Et ce que j'accentue la chose, c'est que tout le know-how, c'est algérien. Donc on n'a pas besoin d'appeler des étrangers pour nous aider pour faire ça. What's know-how? Donc tout ce qui le know-how, c'est le savoir-faire. Très bien. Exactement, c'est le savoir-faire. Ah, d'accord, know-how, c'est bien. Donc ce savoir-faire. J'ai déformé, c'est normal. Donc voilà, donc tout le savoir-faire est développé par une équipe algérienne. Exactement. On a fait une troisième expérience où il y avait les images qui ont été diffusées. On a fait une excellente expérience avec le gaz. Donc on a fait une expérience avec la GRTG où ils nous ont donné la possibilité. Est-ce que cette image correspond? Pas celle-là, celle d'avant. Il y avait une image où il y avait le synoptique de la station de Bab Hassan, donc il y a une image de la station de gaz, des compressions de gaz, des distributeurs publics, et il y avait en temps réel, on pouvait à partir de Ouadsmar voir la station de pompe de pression de gaz au niveau de Bab Hassan. Donc on pouvait même lire l'index du compteur
au lieu de se déplacer, voir l'index, prendre ça par note, il a l'information en temps réel sur son bureau directement, au niveau de la salle de contrôle. Oui. Donc on a fait une expérience de 6 mois, ça a très bien fonctionné avec eux. Espérons avoir des... Bon, normalement, on pourra faire quelque chose avec eux dans l'avenir. Comme c'est une... Je réédite mon idée, c'est que nous avons une technologie algérienne. Très bien. Il faut l'exploiter. Et vous avez été convaincu par la chose, puisque vous avez carrément quitté vos bancs au niveau d'une institution de recherche. Vous avez quitté donc le centre de recherche où vous travaillez pour complètement vous investir dans ces solutions d'avenir, je dirais. Tout à fait. Parce qu'à un certain moment, pour pouvoir atteindre son idée, il faut être un peu libre pour qu'on puisse avancer. Donc pour cela, il fallait absolument créer sa propre entreprise et essayer de se lancer d'investir énormément d'argent. Ce qu'on gagnait comme argent dans nos prestations de services, on les a injectés dans le développement. Et là, maintenant, on a abouti. Donc maintenant, on a un système. On peut dire qu'on a un système fonctionnel. Genset, ça fait 7 mois qu'il est en train de fonctionner. L'ONA, c'est pratiquement un bon mois où on est en train de tester avec eux. La Sonelgaz, 6 mois de tests avec des bons résultats, avec des rapports de tests et tout. Donc maintenant, il faudra exploiter il faudra exploiter. Voilà, étendre cette expérience à différentes régions, différentes fonctionnalités. Et bien sûr, on va interroger notre expert, Younes Grar, vous qui êtes... Donc j'ai l'impression que c'est le début, c'est le tout début d'un rêve qui vous caressait depuis longtemps, vous qui êtes expert en TIC et qui voyez l'évolution de la technologie en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets donc TIC algériens qui vous ont le plus séduit et marqué ces dernières années? Parce que ça évolue quand même. On sent qu'il y a des jalons qui sont posés tous les jours. Il y a beaucoup de projets au niveau des centres de recherche, des universités, qui n'attendent qu'à les faire sortir des laboratoires vers la société, vers le secteur socio-économique, pour que les gens profitent, au moins pour que les gens trouvent une réponse. Pourquoi j'ai étudié ? Pourquoi j'ai fait tel projet? Au moins, il sert à quelque chose. Pourquoi acheter des solutions toutes faites avec le risque d'être dépendant d'un autre pays? En revenant sur l'énergie, par exemple, pour le cas de Sonelgaz ou n'importe quelle autre société qui a besoin de relever les index de consommation des compteurs. Ça se fait manuellement. Il y a une personne qui se déplace, un agent, des fois avec les erreurs d'appréciation, les erreurs d'écriture, de calcul, etc. Avec cette technologie qui nous permet de lire cet index, Sonelgaz, elle peut avoir autant à la même seconde les relevés de 1 million de compteurs en même temps. Et même le citoyen, il peut suivre la consommation de son énergie en temps réel. Donc il va y avoir moins de problèmes, de conflits, des erreurs, etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais puisqu'on a des compétences qui maîtrisent ce domaine, pourquoi ne pas l'exploiter? Parce que soit Sonelgaz ou les citoyens, mais notre pays perd de l'argent en ne prenant pas la décision d'aller vers ces technologies. Cette technologie qui a réduit les distances, je me souviens au CDTA, on avait lancé un projet qu'on avait appelé télémédecine. Télémédecine, il y a beaucoup de malades du sud, des zones isolées, qui ont besoin d'un avis d'un spécialiste. Donc, ils sont obligés de prendre leur dossier médical et se déplacer à des centaines de kilomètres avec le risque. J'ai vu un cas, effectivement, une dame qui venait de Tamanrasset, vous imaginez, 2000 kilomètres à parcourir pour aller au centre Pierre et Marie Curie à Alger pour une prise en charge. Alors que dans la plupart des cas, le spécialiste n'a pas besoin de voir le malade, mais le dossier du malade. Tout à fait. Le dossier du malade, c'est les analyses, la radio, l'IRM, etc. Tout ça, c'est des données qu'on peut envoyer. C'est vrai. Si j'arrive à envoyer tout un dossier aux États-Unis, au Canada, je ne peux pas le faire de Tamanrasset à l'hôpital de Beni Messous. Si. Et l'avantage, c'est que je peux faire participer plusieurs spécialistes. Tout à fait. Tout le monde va participer, donc ils vont étudier ce cas, chacun dans son bureau. Et ils peuvent donner un avis qui peut économiser ses déplacements et qui peuvent secourir ce malade qui peut perdre sa vie du fait qu'il y a ces lenteurs. Donc c'est un projet
qui tarde à faire à le voir sur le terrain. Donc, mais j'espère qu'il aura concrétisation aussi, comme pour le projet de Abdelboumen Besbah, donc qui a vu le jour grâce à l'initiative et le courage aussi des responsables d'APC qui ont eu quand même le cran de faire confiance à une intelligentsia algérienne. Tout à fait, exactement. Parce que sans ça, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas cet engagement et ce courage, on ne pourra jamais faire quelque chose. C'est extrêmement important. Donc là, je ne vous cache pas, le fait que je circule dans la journée et je vois l'éclairage allumé en plein 10h, 11h, et ça me chagrine quelque part. Pourquoi pas on n'implémente pas ces technologies? C'est qu'au niveau de l'APC, on fait un câblage, il y a un câblage qui va se faire via nos cartes électroniques, et là, on risquera plus d'avoir un éclairage à partir de 10h allumé. Et on fait un petit calcul, pour 250 000 lampes, c'est plus de 14 milliards de centimes. Et pareil pour les grandes villes, j'imagine que ça peut être voilà. Exactement, c'est la même technologie. Une ville ou un village, c'est pareil. Les équipements, c'est les mêmes. Voilà. Donc on implémente ça au niveau de Ganset, on peut l'implémenter au niveau d'Alger, au niveau d'Oran, au niveau... Il peut même intervenir, c'est-à-dire au lieu d'allumer toutes les lampes. À certains moments, il n'y a pas beaucoup de circulation, donc j'allume une lampe sur 2, une lampe sur 3. Donc, en ville, du moins, mais bon, pas et une lampe sur 2, ça veut dire que je divise la facture par 2. Si je paye 20 000 dinars, je vais économiser 10 000 dinars. Multiplié par le nombre d'institutions qui utilisent cet éclairage, qui laissent cet éclairage. Donc, le fait d'intervenir et de maîtriser cette énergie, ça économise beaucoup d'argent. Oui, en tout cas, depuis quelques années, on voit un petit peu une accélération en matière de réflexion par rapport à une ville intelligente. En tout cas, il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges en faveur des villes intelligentes. On pense à la capitale, en l'occurrence. Et c'est vrai que j'imagine, je me mets un petit peu à votre place, vous êtes dans votre atelier, vous travaillez et vous rêvez, vous êtes à Dubaï un coup, vous êtes à Londres un coup, ces villes qui ont réalisé quand même... Bien sûr, ces jeunes, ils ont des ambitions, ils se disent derrière leur micro-ordinateur laboratoire, pourquoi tel Américain ou tel Chinois a réussi alors que j'ai les mêmes moyens, j'ai la même réflexion. Pourquoi lui, il a réussi, moi non. Pourquoi lui, il a un État qui est derrière, un gouvernement, une institution qui l'aide, qui l'encourage, etc. C'est pour cela, je vous remercie d'avoir invité M. Ben Besbah pour montrer aux gens qu'il y a des Algériens qui savent faire de belles choses. Il suffit de redonner les moyens et Canal Algérie avait suivi déjà le début, le démarrage du projet. On l'avait senti. C'est pour ça que je tiens à vous remercier. Ça va donner des idées, ça va encourager d'autres jeunes dans des zones isolées qui ont des idées. Parce que ces technologies ont permis à des gens inconnus de montrer leurs compétences et leurs capacités et d'avoir une place. C'est ce qu'essaye de faire l'incubateur de Sidi Abdallah, par exemple, actuellement. Donc la Smart City est en train de prendre de l'ampleur et les jeunes sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce concept de développement, justement, des TIC en Algérie. Et on ne peut que saluer donc ces Surtout initiatives. Que ces TIC, c'est lié à tous les domaines. On perd de l'eau au niveau de l'irrigation de l'agriculture. Tout à fait. On perd une personne qui essaie de trouver une place de parking pour stationner, il perd beaucoup de temps. Une heure, c'est de l'argent. Mais si j'arrive, ça rentre dans le cadre des villes intelligentes, c'est des solutions qui permettent de localiser des places de stationnement pour orienter la personne directement au lieu de faire 3 tours, 4 tours. C'est du mazout, c'est du temps qu'il perd. J'aime bien, moi, je suis séduite quand j'arrive et que je vois ce système justement de transport individuel où on peut juste taper par un simple clic, on repère un taxi où il se trouve. Je ne parle pas des taxis qu'on appelle, mais je veux dire, on peut louer une voiture avec sa carte, des applications qui permettent justement d'accéder à des services vraiment qui facilitent la vie du citoyen. Tout à fait. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir intégrer tous ces aspects et puis semer votre technologie. L'objectif, c'est de pouvoir implémenter une technologie algérienne. Ça, c'est extrêmement important.
dépendre de l'étranger, c'est pas bon. Fatalement, à un certain moment, on va être à côté de la plaque. Si on veut vraiment être de l'avant, il faut qu'on développe nos technologies. Oui. C'est ça ce que je veux faire passer comme message et donner la chance à ces innovateurs d'implémenter leurs techniques. Très bien. Implémenter, je dirais même planter. Voilà. Si vous voulez. Pour le cas de votre projet, ce serait planter un peu partout et avoir une belle semence. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Abdelmoumen Ben Mosbah, chargé du projet de ce village intelligent, Genzet en l'occurrence. Et puis, merci aux spécialistes et experts, Younes Grar, spécialiste en TIC, de nous avoir permis d'avoir un regard complémentaire sur ce plateau de Bonjour d'Algérie. Bon vent pour toutes ces idées brillantes et puis j'espère qu'elles verront une concrétisation prochaine et on suivra encore. C'est ça, il faut le suivre, exactement. Messieurs, mesdames, si vous nous suivez encore, on va vous proposer tout de suite une balade à travers les monts du Chelia, donc enneigé en cette période et bien sûr la prudence est de rigueur où que vous soyez, donc les pluies sont au rendez-vous depuis quelques jours, également les neiges, donc soyez prudents. Et puis, conduisez lentement et pensez à celui qui est avant vous, celui qui est derrière vous ou justement tous les piétons qui sont sur votre chemin. Donc, soyez prudents. Et voilà, j'ai assez dit, donc le mot prudence, je l'ai répété assez de fois. J'espère qu'il a été jusque dans vos esprits. Mesdames, messieurs, restez avec nous. On retrouve nos invités suivants dans un moment. Et le fait de voir la neige, eh ben, j'ai envie de me moucher tout de suite après parce que tout de suite on a l'impression d'être dans le gel. Merci d'être avec nous encore une fois mesdames, messieurs, et tout de suite la page santé promise au début de l'émission en sommaire, une page santé consacrée à la journée mondiale de lutte contre le cancer, et à cet effet j'ai plaisir de recevoir le docteur Nadia Chaoui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes donc dans la commission de médicale et scientifique d'une association qui fait beaucoup pour les malades atteints de cancer chez nous. Il s'agit de l'association Al-Fej dont vous êtes donc membre. Oui, alors il faut savoir que cette association a 30 ans d'âge. C'est, il faut le dire, la première association d'aide aux patients atteints de cancer en Algérie. Elle est représentée sur plus de 28 wilayas, et pas seulement, puisque son ambition est aussi d'aller donc à travers les 40 wilayas de notre pays, Inch'Allah. Ben, on vous le souhaite, en tout cas, on vous le souhaite. Mais comme effectivement le CPMC, ou ce centre justement qui a pris en charge cette frange de la société atteinte de cette maladie, les cancers, les différents cancers dont on peut entendre parler. Donc souvent justement les autres wilayas convergent vers la capitale pour les soins liés à ces maladies. Mais ça commence, la vapeur, on commence à verser la vapeur, voilà. Je m'en mets les pinceaux de bon matin.
Donc on inverse, depuis quelques années, on sent que la vapeur est inversée, qu'on va aussi avoir des centres performants dans les différentes régions du pays. Tout à fait. Depuis dans quelques années, il y a des centres anti-cancer dans plusieurs wilayas du pays. Et ce qui fait que les patients atteints de cancer sont dirigés vers ces nouveaux centres anti-cancer. Il y en a qui sont opérationnels et qui dégorgent quand même tout ce qui se passait à Alger, puisque effectivement toute la société algérienne revient vers le Grand Alger. Là, donc, je pense qu'on reste optimiste. Il y a encore d'autres CAC, c'est-à-dire centres anti-cancer, qui sont en voie de s'ouvrir très prochainement. Et ce qui fait que les habitants restent à peu près dans les wilayas autour de ce centre. Il faut dire que vous êtes donc membre de l'association Al-Fajr, cette association qui a fait énormément pour le déclenchement déjà du plan national, le plan national de lutte contre le cancer qui existe depuis quelques années. Donc la société civile, je dirais, les médecins aussi qui sont dans cette association ont fait beaucoup pour déclencher donc une réflexion à l'échelle de l'État. Donc, il faut savoir que le plan national, cancer est un plan 2015-2019. Donc, il est en voie de clôture, puisque maintenant, c'est le professeur Zitouni qui est donc coordonnateur national. Il a fait effectivement appel à beaucoup d'experts algériens donc, et aux associations. Nous savons que les associations jouent un rôle très important dans ce domaine. Donc, effectivement, cette association Al-Fajr a été représentée par les membres du comité médical et scientifique et les membres qui s'occupent directement, qui sont du terrain et qui sont très en contact avec la population, donc cette frange de population atteinte de cancer. Et c'est vrai oui, pardon, allez-y. Donc, nous avons même participer à l'élaboration de ce plan cancer en donnant des recommandations que nous avons pu émettre par rapport à ce qui se passe dans le terrain, puisqu'on est depuis très longtemps dans la lutte contre le cancer. Effectivement, donc c'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie qui choque quand on vous annonce comme ça tombe comme un coup près, et donc c'est une prise en charge globale qui est nécessaire pour ce type de malade. Donc il y a le praticien qui suit un petit peu la pathologie, il y a aussi les psychologues qui accompagnent, et c'est tout le rôle aussi. Et puis les parents aussi ont besoin d'un soutien, d'un encadrement, et c'est ce que font les associations de manière générale. Tout à fait, parce qu'il y a une cellule de crise donc, qui tient compte de tous les paramètres. Donc, quand on annonce aux patients ou aux parents, ça dépend donc s'il est en mesure d'accepter immédiatement cette annonce, ou qu'il faille passer par un intermédiaire. D'abord un intermédiaire, oui. Il faut absolument tenir compte de ce côté psychique qui est très très important, parce que dans un premier temps, il faut que la personne admette qu'elle a cette maladie. Il faut qu'elle, je dirais pas minimise, mais qu'elle comprenne que c'est une maladie pour laquelle il faut lutter. Et il faut rester très positif pour essayer justement, c'est pratiquement 50% du traitement quand on accepte. Sur le terrain, vous le voyez ? De lutter. Ce n'est pas évident. Non, mais des cas de patients donc armés de courage et armés de patience, il y en a pas mal. Et de positivité, donc qui ont réussi à vaincre cette maladie. Vous en avez vu? Il y en a pas mal et qui nous aident après dans l'association eux-mêmes, les patientes. Je parle beaucoup plus des femmes qui réussissent justement de s'en sortir de ce carcan, parce que c'est... Dès qu'on dit cancer, c'est automatiquement la mort. On pense à la fin tout de suite. On voit la mort. Donc, ces personnes qui ont réussi à surmonter tous ces paramètres, et surtout qui ont eu la chance de guérir ou qui ont une rémission, participent
après, elle-même demande à aider les autres personnes pour justement démarrer dans ce parcours de malades atteints de cancer. C'est vrai, c'est important. En tout cas, l'accompagnement est vital. Et bien sûr, plus on est abandonné et plus on est seul et moins, justement, on a de force pour lutter contre la maladie. Il faut être entouré, j'imagine. Il faut être entouré. Ça, c'est, oui, il y a la famille joue un rôle très important, la petite famille, la grande famille, les amis, le milieu du travail. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. Oui. Cette année, nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs membres d'associations diverses qui ont participé à des opérations globales de lutte contre le cancer. Il y a eu Octobre Rose, donc pour le cancer du sein. On a eu aussi le côlon, donc le cancer du côlon, donc, et la lutte contre cette maladie en particulier, donc qui a connu une mobilisation intéressante cette année. Et les efforts se multiplient au fur et à mesure. Et est-ce que c'est important donc de séparer les différentes pathologies pour mieux les comprendre et les assimiler, ou est-ce que c'est la même maladie? Quand on dit cancer, est-il utile vraiment d'informer différemment d'un type de cancer à un autre? Oui, c'est très important parce qu'en fait, celui qui attire, celui qui alerte, c'est l'épidémiologiste. Sans épidémiologie, vous en faites partie donc de ces personnes parce que qui se sont spécialisées. Oui, depuis très longtemps dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est l'épidémiologiste qui va enquêter, récupérer les chiffres, les analyser, les évaluer et donc donner aux décideurs des recommandations. Il y a plusieurs cancers qui sont priorisés en Algérie par rapport à l'incidence, mais pas seulement. Il y a l'incidence du cancer et il y a ce cancer, la suite de cette maladie. Est-ce que ce cancer entraîne beaucoup de morts et des morts chez les jeunes? Est-ce que ce cancer est un cancer d'une personne âgée? Donc c'est très différent. Et malheureusement, il y a des priorités à observer. Et donc, en Algérie actuellement, il y a 4 cancers qui sont priorisés. C'est le sein, comme de par le monde, c'est vraiment une épidémie mondiale pour plusieurs raisons. Il y a le cancer qui arrive tout de suite après, donc le sein chez la femme, et il y avait chez nous le cancer du poumon, et tout de suite après, il a été rattrapé par le cancer colorectal. Et ça préoccupe, je l'avais senti. Voilà. Donc, avant le plan cancer, on n'avait pas ces chiffres. Donc, pendant le plan cancer, on se réunissait très souvent et les chiffres donc arrivaient. Ont changé. Parce que, en plus, il faut le dire, nous avons maintenant des registres de cancer qui sont très bien tenus, donc dans 3 grandes régions en Algérie. Donc, il y a le centre, l'est et l'ouest, avec évidemment le sud-est et qui sont compris dans ces grandes wilayas. Donc, ces évaluations épidémiologiques. Vous avez cité 4 types de cancers, le 4e, donc du classement, ce serait? Alors, nous avons le sein chez la femme, le colorectal en première position chez l'homme. Si on reste chez les hommes, nous avons le poumon, qui arrive tout de suite après. Et chez la femme, le sein. Et alors, le col a reculé, il est 4e. Et nous avons le colorectal qui est devenu le 2e chez la femme. Par rapport à la femme également. Chez la femme et chez l'homme. Donc c'est pour ça qu'il a pris de l'ampleur et qu'il fallait tout de suite s'intéresser, commencer tout ce qui était sensibilisation et voir quels sont les moyens de faire un programme national de dépistage, ce qui n'est pas encore fait. Donc les experts se réunissent pour ces 4 cancers priorisés. Donc je comprends mieux maintenant, grâce aux chiffres que vous nous avez amenés, docteur, je comprends mieux un petit peu la mobilisation qui a eu lieu cette année et l'année précédente autour du colorectal en particulier. Parce que c'est nouveau, il a explosé à la figure comme ça, et il fallait absolument prendre en charge donc ces chiffres et mettre actuellement, il n'y a pas un dépistage national, mais il y a un dépistage qui se fait dans 2 zones pilotes et qui va nous permettre de voir comment il pourrait y avoir de comprendre un petit peu les causes peut-être ou les changements peut-être dans l'environnement de l'Algérien qui ont fait qu'il y ait eu cette incidence sur sa santé au niveau intestinal. Donc rapide. Oui, et rapide justement. Oui. Est-ce que selon vous ce serait peut-être
Une mauvaise alimentation de la population? Est-ce qu'on s'alimente mal à l'extérieur ou La mauvaise alimentation est effectivement mise en cause dans tous les cancers. D'abord, c'est général. Et c'est pour ça qu'on va vers tous ces cancers qui nous tombent comme ça sur la tête. Parce que cette mutation est arrivée très très rapidement. Une occidentalisation de notre façon de manger, de vivre. Il n'y a pas que ça, c'est la rapidité des choses. Le facteur stress, j'imagine. Le facteur stress, et il y a l'environnement, il y a aussi qu'on ne sait pas très bien ce qu'on mange, avec tout ce qui est dans l'extérieur, dans notre assiette, avec si je mange de la viande, à quoi on a nourri cette bête qui m'a donné cette viande, etc. Donc si on va dans les détails, tout est incriminé. Oui, justement, c'est pour ça que l'oncologie dans certains pays fonctionne de pair avec le service nutrition. Donc, est-ce que cette organisation existe chez nous? Est-ce que les nutritionnistes ont leur part justement dans le traitement, l'accompagnement de ces maladies? Tout à fait. Oui, il a un rôle très important. Au niveau des hôpitaux ou seulement au niveau des hôpitaux? Donc, il y a est pris en charge un développement justement de cette spécialité chez nous? Oui, c'est-à-dire que la personne atteinte de cancer, une fois que le traitement est mis en marche, la nutrition est automatiquement bien précisée. Très bien. Oui. La nutrition est précisée. Quels sont les autres facteurs, justement, dénombrés mondialement? Je ne parle pas que de l'exemple de notre pays, donc à travers le monde. Qu'est-ce qui provoque cette recrudescence, ou plutôt ce développement rapide de cette maladie à travers le monde? Il y a, comme on a dit, l'environnement. Il y a les facteurs. Il y a des facteurs malheureusement aussi génétiques et familiaux qui sont retrouvés, et là ça complique un peu le dépistage quand c'est génétiquement déterminé. Par contre, quand on a la chance, c'est pas tous les cancers qui ont tout dit sur le facteur de risque, parce que ça serait très facile d'aller vers le dépistage. Et oui, évidemment, le dépistage primaire ou secondaire. Donc, le dépistage primaire agir sur le facteur de risque. Et donc, ça serait l'hygiène de vie et l'éviction par rapport au facteur de risque lui-même. Tous les cancers, malheureusement, n'ont pas donné tout leur secret. Par contre, en revanche, il faudrait agir quand on sait qu'il y a des cancers qui ont tout dit, comme le cancer du col, où certains pays on sent à l'éradiquer, parce qu'il y a un vaccin avéré. Il y a un vaccin et il y a plusieurs méthodes rapides et efficaces de dépistage des lésions précurseurs. De dépistage et puis de rémission, qui mène à une rémission certaine. Guérison. Une guérison, rémission voilà. certaine. C'est ce qu'on appelle les cancers qui sont tout à fait qu'on peut éviter. Là, on a les clés pour certains cancers. Pour d'autres, non. On va c'est-à-dire au devant du cancer, c'est toujours le plus rapide. Oui. C'est toujours difficile de parler de cette maladie, le cancer, donc qui touche une grande frange de la population mondiale. Mais bien sûr, c'est bien qu'on arrive comme ça au terme de cette séquence sur une note positive et dire qu'il y a de l'espoir pour certaines pathologies, voilà, et qui évoluent. Tout à fait. Le rôle des associations, ce serait justement de sensibiliser, de vulgariser, de mettre à la portée du tout venant le terme cancer, qu'il ne faut plus le laisser entre guillemets. Il faut pratiquement en faire une maladie chronique et une maladie tout à fait, j'allais dire, qu'on peut surmonter et avec beaucoup de courage. Merci infiniment, docteur Nadia Chaoui. Donc, je rappelle que vous êtes membre et aussi membre du comité scientifique de l'association Al-Fajr qui lutte énormément contre le cancer dans notre pays. Donc, merci de nous avoir fait l'honneur de cette présence en matinée. Donc, bonne continuation. Et à travers vous, on salue tous les membres de l'association Al-Fajr, justement du plus jeune au plus âgé. Bon courage pour tout ce que vous faites pour nos malades. Je vous remercie.
remercie. Merci. Et puis, restez avec nous tout de suite. Nous allons proposer un reportage qui revient sur le décès, donc le décès samedi dernier de Josette Audin. Donc, cette dame courage qui a lutté toute sa vie pour lever la vérité sur l'assassinat de son époux, le shahid Maurice Audin. Donc, voici d'abord le reportage avant de retrouver notre dernier invité qui est un passionné de l'histoire de notre pays. Mohamed Rebah, en l'occurrence, va nous rejoindre dans un moment. Mais avant, voici un petit peu un hommage rendu hier par Amir Nebesh et qu'on reprend ce matin dans notre matinale. C'est là qu'on a déposé une plainte et que les affaires avec la justice ont commencé. Josette Audin avait consacré plus de 61 ans de sa vie pour faire éclater toute la vérité sur ce qu'on a appelé l'affaire Maurice Audin. Le combat d'une épouse, d'une mère, d'une dame courageuse, d'une militante anticolonialiste contre un système recourant à la torture contre les Algériens et toutes les personnes qui soutenaient l'indépendance en Algérie. La vie de Josette Audin a basculé le 11 juin 1957, alors qu'elle n'avait que 25 ans, lorsque l'armée coloniale française a kidnappé, torturé, assassiné son époux Maurice Audin, professeur de mathématiques à l'université d'Alger. Révolté par le colonialisme et engagé avec sa femme en toute conscience des risques encourus en choisissant d'être aux côtés des Algériens. En l'absence de mon mari, une absentia comme on dit. Et elle a eu lieu effectivement le 2 décembre 1957 à la Sorbonne. Et donc c'est René de Possel qui a fait part des travaux de mon mari et il a été déclaré docteur en sciences. Donc voilà. C'est une manifestation qui a eu quand même un certain impact. Il y avait Mauriac, enfin bon, plein de personnages importants et voilà. Après l'arrestation de Maurice Audin, une autre bataille avait commencé pour Josette, celle de faire aboutir une enquête pour comprendre dans quelles conditions son mari avait disparu. Mais une bataille également contre une administration coloniale complaisante avec ses pratiques militaires inhumaines instaurées durant l'occupation de l'Algérie. Face à une machine également judiciaire en manque d'éléments et de pièces importantes confisquées par les militaires. Pour Josette et ses enfants et pour tous les militants anticolonialistes, il a fallu attendre l'année 2018 pour que le président français Emmanuel Macron se déplace en personne chez les Audin dans un geste officiel de reconnaissance sur les erreurs commises contre le peuple algérien durant l'occupation coloniale. Josette Audin, cette Algérienne militante pour les causes justes, nous a quittés, laissant derrière elle cet exemple de fidélité à un époux et d'un amour inconditionnel à la liberté et à la préservation de la dignité des hommes. C'était donc le commentaire de Amir Nebesh autour de cette disparition, donc, qui a fait mal un petit peu quelque part à l'ensemble des personnes qui ont connu Josette Audin, et parmi nous justement un témoin de l'histoire également qui a connu la défunte, donc qui nous a quittés à l'âge de 87 ans samedi dernier. Bienvenue Mohamed Rebah. Bonjour, merci. Oui. Merci, je suis venu par devoir et par gratitude. Oui, par gratitude, pourquoi vous dites gratitude? Parce que je n'oublierai jamais l'hospitalité de Josette Audin. Je l'ai connue par l'intermédiaire de son mari, Maurice Audin, qui me donnait des leçons de mathématiques gracieusement, généreusement, chez lui, 22 rue de Nîmes. Et lorsque j'allais le samedi après-midi, parce qu'il m'a consacré ces samedis après-midi de repos, c'était elle qui m'ouvrait la porte et qui me souhaitait la bienvenue. Oui. Un modeste logement, modeste comme eux, des gens modestes, oui, extraordinaires, cultivés, mathématiciens tous les deux. Et je me souviens de... Avec cette ferveur de la justice. De la justice, oui. Qui les liait également parce qu'ils étaient tous les deux militants anticolonialistes. Et c'était des militants du Parti communiste algérien. Et ils ont adhéré à ce parti au moment où ils développaient l'idée d'indépendance nationale.
Et il faisait de gros efforts pour intégrer le mouvement national. C'est donc qu'ils ont adhéré à un programme. Et elle le dit, ils étaient conscients des périls que pouvait s'élever contre sa patrie, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas... Pardon, je voudrais apporter des précisions. Oui, bien sûr. Administrativement, dans l'Algérie coloniale, il y avait des gens dont le nom est à consonance française, qui étaient de nationalité française et des citoyens français. Je dis administrativement. Tout à fait. Comme les Algériens, administrativement, étaient des Français musulmans. Mais, de par leur engagement, pour l'indépendance, et je dirais quelles sont les raisons qui les ont poussés, qui les ont amenés à adhérer au mouvement national. Ils étaient algériens. Tout à fait. Et Josette Audin, sa nationalité algérienne a été confirmée par un arrêté du ministère de l'Intérieur le 4 juillet 1963. Je dis confirmée parce qu'elle était de cœur et par son engagement algérienne, comme les Algériens qui se sont engagés. Nous allons commenter ces photos, si vous me permettez, Mohamed El-Bech. On voit le couple que vous avez connu, tout jeune. Donc, vous décriviez tout à l'heure l'accueil. Donc, c'est comme ça que vous l'avez connu. Et c'est comme ça qu'elle s'est éteinte. Donc, un sourire aux lèvres, apaisé. C'est ainsi que parle la presse aujourd'hui. C'est une Josette apaisée qui nous a quittés après avoir gagné le combat, un combat de 60 ans. Oui. Oui, elle a mené extraordinaire, une femme, la femme courage, extraordinaire, et consciente que le combat qu'elle menait, elle me l'a dit, elle l'a écrit, c'était un combat non pas seulement pour son mari, mais pour connaître la vérité, un combat contre la torture, pour que l'État français reconnaissent les crimes de l'armée française. Maurice Audin... C'est ça qui a de la valeur, c'est-à-dire à travers l'exemple de Maurice Audin qui avait été donc arrêté, torturé en 1957. C'est un exemple justement qui va révéler l'ensemble de la machine de guerre déployée à cette époque-là. Oui, c'est un symbole et elle a vraiment, j'ai discuté avec elle à un niveau politique très élevé. Elle disait, Maurice, il est parmi les milliers de disparus, les milliers de torturés. Il a été arrêté le 11 juin 1957 en pleine bataille d'Alger, une répression effroyable. On compte, on dit, il y a eu 3000 disparus, mais il y en a eu plusieurs. Oui, à l'époque, le gouverneur d'Alger avait donné carte blanche aux parachutistes pour toutes les exactions possibles, à même justement d'éradiquer, de démanteler le réseau algérien. Oui, le gouvernement français est responsable, et d'ailleurs le président de la République française l'a reconnu, il a dit que la torture était un système. Et il a parlé des gouvernements précédents. Le gouvernement, à l'époque, dirigé par Guy Mollet, qui était un gouvernement à composante majoritaire du Parti socialiste de l'époque, SFIO, c'est lui, l'armée n'était qu'un son bras. Et il a été torturé, Maurice Audin a été torturé à El Biar, un immeuble transformé en centre de torture. Terrible ceux qui sont passés par là et qui ont survécu. L'Arbi Ben Mehdi, dont nous commémorons sa mort le 4 mars
prochain. Oui. Et il a été assassiné et passé par là. Ali Boumendjel, pour ne parler que de ceux qui sont connus, médiatisés, est passé par là. Et elle a mené ce combat sans relâche, persévérante. Elle a été, il a été dire, carrément aidée jeté, Boumendjel, du haut de cet immeuble. De la terrasse. Et elle a été aidée par des mathématiciens français, puisque dans la même année, en 1957, il a passé lui qui était mort, son doctorat à titre posthume, tout à fait. À titre posthume. Et là, il faut parler d'une personne qui a fait beaucoup. C'est Gérard Tronel qui a activé le prix Maurice Audin, le comité Maurice Audin, et aujourd'hui il y a une association Maurice Audin. J'ai revu et le cinéma Audin. Aussi a raconté un peu cette histoire, ce parcours héroïque du militant Maurice Audin aussi. Oui. Donc l'histoire a été enfin portée sur les écrans, donc pour plus justement et son de affaire a contribué, si je peux dire, à internationaliser la question algérienne, puisque dans le monde entier, le nom de Maurice Audin, ici, le 4 juillet 1963, une année l'indépendance, son nom a été donné à la place centrale d'Alger. Ils ont débaptisé, ça s'appelait Lyautey. Et le 19 mai 2012, une plaque commémorative. Et je suis, avec en toute modestie, c'est moi qui ai rédigé le texte à la demande de l'organisation des Moudjahidines. Et j'ai été invité, c'est Josette Audin qui m'a invité à la cérémonie de remise du prix Maurice Audin en 2009. Et là, j'ai donné mon témoignage. Et depuis, à chaque fois... Vous êtes fidèle au rendez-vous annuellement. On m'invite, dernièrement, le 10 décembre, lors de la venue des 2 prix Nobel, médaille Fields de mathématiques qui était présent sur ce même plateau il y a quelques mois. Donc, pour moi, c'est un devoir de mémoire. Et puis, voilà, c'est-à-dire que c'est un combat de 60 ans pour Josette Audin qui a été couronnée, jalonnée de succès, puisque la reconnaissance de l'État français est venue, même tardivement, mais elle est tombée donc par la visite au domicile de la défunte par le président de la République lui-même, qui a présenté ses excuses et qui a carrément, explicitement prononcé le mot « pardon ». Oui, il lui a demandé pardon d'abord parce qu'aucun président de la République n'a répondu à sa demande de connaître la vérité, parce qu'elle cherchait la vérité. Comment Maurice Audin est mort et où est le corps de Maurice Audin? Nous l'avons posé la question nous-mêmes lors de l'arrivée, de la venue, de la visite du président Hollande ici. Où est le corps de Maurice Audin? Il est mort sans sépulture, comme d'autres, des milliers d'Algériens comme lui, et c'est-à-dire que si nous commémorons, si nous lui rendons hommage, nous rendons hommage à la femme courage. Absolument. Et c'est un exemple de lutte. De persévérance et d'abnégation, vraiment à retenir et qui marquera les esprits. Et c'est une militante pour l'indépendance. Et la justice. C'est cela la vérité. Les deux, Maurice Audin et Josette Audin, ont combattu à leur manière, comme d'autres Algériens, à leur manière, pour l'indépendance, parce qu'elle l'explique dans un écrit. Elle dit, elle est née à Bab el Oued, elle a grandi à Bab el Oued,
Elle a fait ses études secondaires au lycée de la Croix. Et elle dit, nous ne pouvions pas supporter de voir des cireurs, des enfants qui se courbaient et qui ciraient alors que il devait être à l'école. Merci beaucoup, Mohamed Rabah. Merci pour ce témoignage et cet hommage rendu à Josette Audin qui nous a quittés samedi dernier à l'âge de 87 ans. Donc voilà, sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous ont suivis attentivement ce matin. J'espère qu'ils nous resteront fidèles et nous vous retrouverons dès demain à 8h pour le meilleur de l'actualité et jusqu'à 9h30. C'est d'un bonjour d'Algérie. Mesdames, Messieurs, passez une excellente journée.